Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur votre radio, la 96.3 Victoire FM, qui est également reçue sur le www.radiovictoire.fm ou carrément, vous rentrez dans Play Store, Google Play Store, et puis vous tapez Radio Victoire et vous téléchargez et sur votre smartphone, disons votre téléphone portable, vous nous recevez 5 sur 5 comme si vous êtes avec nous en direct dans le studio. Notre invité de ce matin, c'est le pasteur Johannes Bavon. Pasteur Johannes Bavon, encore une fois, bonjour. Rebonjour, Jossin. Voilà, vous êtes secrétaire général du Front des architectes de la République. Alors, ma toute première question, pourquoi le Front des architectes de la République? Nous avons commencé nos activités depuis un bon moment. Oui, depuis le commencement de la crise togolaise. Donc, il fallait que certaines personnes de certaines compétences en la matière se rassemblent pour essayer d'apporter leur pierre à la construction et à la solution qu'on cherche tous pour la crise politique togolaise. Donc c'est une initiative pour pouvoir aider à trouver une solution à la crise que traversait le pays, en tout cas que traverse le pays depuis le 19 août. Tout à fait. Et en plus, et accompagner les acteurs politiques, agir sur la scène politique également. Et jusqu'à aujourd'hui, notre travail n'a pas démérité sur la scène. Si vous dites agir et accompagner les acteurs politiques, en quoi faisant concrètement? Oui, tout à fait, en sensibilisant surtout le peuple togolais, et aussi plusieurs fois, nous avons eu à éclairer la scène politique par des analyses de nos techniciens et de nos experts en la matière politique, et permettant à chacun de mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays et quels sont les pas possibles à prendre pour trouver la solution. Mais la crise s'enlise davantage, c'est-à-dire que le phare n'a pas encore joué pleinement sa partition, c'est pourquoi la crise s'enlise? Là, le problème, c'est que le phare n'est pas pleinement responsable de la solution qu'on devra trouver. Le phare ne peut qu'accompagner la situation, et puis les acteurs en place, influencés par les sensibilisations, comme je venais de le dire, et aussi mobiliser le peuple afin que nous puissions aboutir à une fin favorable de cette crise. Alors, pasteur Johannes Bavon, ce que nous constatons, c'est que hier sur les écrans de télévision, et nous en avons parlé tout à l'heure dans le journal, la Raplucia, la haute autorité de lutte contre, de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, a rassemblé toutes les différentes couches socio-professionnelles du pays pour lancer la campagne nationale de lutte contre la corruption au Togo. Nous avons aperçu plusieurs pasteurs dans les rangs donc des personnes invitées ou disons des convives hier. Alors, est-ce que les pasteurs ont leur place dans la lutte contre la corruption? Les hommes de Dieu. Mais la question me surprend un peu, puisque la corruption est ce qui est le plus grand mal de l'Afrique, notamment de notre pays, le Togo. Donc, toute personne, tout citoyen a sa responsabilité dans cette affaire. Bon, je dirais que nous avons besoin, vous savez, nous avons besoin des personnes qui sont illuminées et d'illuminer les autres. Donc, moi, je pense que les pasteurs ont une grande obligation à l'égard de leur société. Donc, en ce qui concerne la corruption aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche l'individu de se lancer dans la corruption? C'est lorsque l'individu est guéri de l'ego. Lorsqu'il est guéri de l'ego, c'est-à-dire
l'intérêt personnel, qui surpasse l'intérêt général. Donc, je veux dire, comme nous le disons, sur le plan spirituel, les appétits de la chair. Donc, les désirs de la chair, les appétits de la chair, le bien matériel, au-dessus de la valeur humaine, au-dessus de la valeur de son prochain. Donc, c'est cela qui amène la corruption à tous les niveaux. Donc, ça fait que qui est-ce qui pourrait apporter une solution sur ce terrain? C'est des gens qui connaissent plus la valeur de l'âme que la valeur des choses matérielles. D'où l'appel qu'ils ont fait aux pasteurs. La question qu'il faudra se poser est, est-ce que le lancement de cela, il faut quand même commencer quelque part, mais est-ce que le lancement de cela est là où on devrait commencer? Non, nous pensons, à notre niveau, nous pensons que c'est un travail de longue haleine. Est-ce que vous l'avez dit tout à l'heure que la corruption c'est une gangrène qui apparemment nuit ou bien porte préjudice à beaucoup de choses dans tout pays au monde, surtout en Afrique. Est-ce que cela existe au Togo, la corruption? Non mais mon frère, vous le savez plus que moi, c'est pas une question à poser. Nous vivons cela tous les jours. Le problème ici c'est de savoir par où commencer. La lutte contre la corruption. Et s'il faut lutter contre la corruption n'est pas à être luttée contre au milieu des citoyens, mais au sommet de l'État. Oui, bien sûr, lorsque nous apprenons dans les journaux, lorsque vous les journalistes, vous nous informez sur des déviations, des détournements de fonds publics et tout cela, que nous sommes, le public est informé de toutes ces choses et pourtant, dans une grande impunité, on ne voit rien, on ne voit pas la justice. Personne n'est inquiété. Voilà. Alors, comment est-ce que vous voulez que le peuple aille sans corruption ou bien agisse sans corruption lorsque ceux qui sont censés être l'exemple du peuple, voilà, les modèles, eux-mêmes en politique, ils agissent de la sorte dans l'administration, lorsqu'il y a beaucoup de brèches en ce qui concerne la gestion du bien public, le budget de l'État, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, nous avons du travail à faire chacun à son niveau. Oui, mais en tant qu'homme de Dieu, vous êtes le pasteur bien sûr, est-ce que la corruption peut exister aussi au sein peut-être des églises, des mosquées et même dans les couvents vaudous? Non mais moi je vous dis que la corruption ça existe partout, même au sein des églises. La corruption est encore pire qu'ailleurs, hein? Ah bon? Ouais, bon, soyez... Au niveau des églises, des mosquées. Souffrez que je vous dise la vérité, parce que moi, j'aime dire la vérité. La corruption est... Nul n'est parfait, vous comprenez? Oui. Parce que l'ego dont je parle est une maladie de notre âme. C'est le fait de donner plus de valeur à ce qui est matériel. Or, c'est notre âme qui a plus de valeur que le matériel. Parce que le matériel ne peut pas créer l'esprit. C'est l'esprit qui crée le matériel. Et d'ailleurs, le matériel, ce sont des choses périssables. Voilà. Or, regardez le renversement sens dessus dessous que nous faisons. Nous donnons plus de valeur à ce qui se termine au dépotoir et à cause de cela, en raison de cela, nous sommes prêts à tuer notre frère. Vous comprenez? Donc, c'est ça, c'est une maladie de toute âme et cela se trouve partout. C'est pourquoi, moi, personnellement, je n'aime pas accuser les gens, je n'aime pas attaquer les gens, parce que nous sommes tous dans une faute ou une autre en ce qui concerne cette situation. Ah oui, d'une manière ou d'une autre, tout le monde est concerné, ou bien est mouillé dans cette affaire. Tout à fait, parce que à un certain moment, bon, vous allez imaginer, vous-même, vous êtes pasteur, vous allez quelque part, vous avez envie d'être vite servi. Alors que vous savez que le monsieur là, il faut toujours lui graisser la patte, et puis vous lui graissez la patte pour vite partir. Voilà. C'est une forme de corruption. Voilà. Et c'est donc que le vous êtes corrupteur aussi. Ben oui, parce que vous voulez un service. Normalement, le service est rendu aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux citoyens, d'une certaine manière, sans qu'ils ne paient pour cela. Le pot de vin, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin dans le service. Mais la situation de ceux qui nous servent, c'est une situation difficile. Eux aussi se disent qu'ils ont besoin quand même d'un peu de soutien, d'encouragement. Et c'est cet encouragement que la loi appelle la corruption. Ah oui, mais des fois, la situation du préposé ou bien de celui-là qui doit vous rendre un service est un peu
déplorable et ça vous fait pitié. Tout à fait. Alors, quand vous êtes animé de ce regret de voir votre personne, ou bien disons, votre vis-à-vis dans cette situation, vous lui glissez quelque chose, est-ce que vous êtes en train de le corrompre? Oui, vous êtes en train de le corrompre vis-à-vis, face à la loi. Oui, vis-à-vis de la loi, vous êtes en train de le corrompre. Vous encouragez la corruption. Cela veut dire que l'individu rend service moyennant ce n'est plus des redevances, mais moyennant des pots de vin. Parce que la redevance, c'est ce que l'usager paie à l'État lorsque le service est rendu. Donc c'est pourquoi nous appelons cela le service public. Oui. Ce n'est pas un service à caractère privé. Donc là, lorsque on paie les pots de vin, là on est en train de transformer le service public en autre chose. Oui. D'où la punition de la loi. Mais nous sommes des êtres humains. Vous savez, la situation que vivent nos frères dans les fonctions publiques ne sont pas des situations aussi faciles que cela. Oui. Donc c'est une situation un peu compliquée. Vous voyez le cas de Hélène Johnson au Libéria. Voilà. Elle avait fait la campagne contre la corruption et elle avait tout promis quand elle était arrivée au Libéria. Elle n'avait pas fait grand-chose. Elle n'a pas pu. C'est en matière de corruption qu'elle a échoué le plus. D'ailleurs, parfois les politiciens utilisent la matière... Ça a été aussi le message de campagne de Georges Weah. On attend voir. Ah oui. Mais lui, il continue de ne pas jouer. Alors, pasteur, la lutte contre la corruption dans notre pays, le Togo, puisque nous parlons du Togo et la Raplucia aussi intervient au Togo, oui. Comment peut-on venir alors à bout de ce fléau qui gangrène et sape l'économie nationale? Voilà, c'est ce que je voudrais qu'on dise en amont. Et lorsque on parle de corruption, oui. Il faut savoir que c'est un système mental. C'est un comportement qui rentre dans les habitudes de chaque jour. Ça vient comme ça, naturellement. Personne n'annonce ou bien personne ne prêche cela. Mais ça ne vient pas des comportements de chaque jour, petit à petit, surtout ceux que les gens, la grande majorité voient sur les écrans. Ils écoutent, voilà, qui sont de grandes personnalités politiques surtout, mais qui agissent d'une certaine manière. Alors pour éradiquer cela, il va falloir que ça commence du haut d'abord. Il faudra que le haut donne beaucoup d'exemples. En second lieu, il va falloir que le peuple soit éduqué d'une certaine manière, à partir des écoles, sur les médias et à tous les niveaux. C'est comme ça que petit à petit, c'est un travail à long terme. C'est jamais un travail pour 2020. C'est un travail à long terme. 50 ans, 100 ans, et puis après, on voit que le pays change. C'est comme ça. Et donc toutes les différentes couches sociales doivent s'imbriquer dans cette lutte implacable? Oui, surtout lorsqu'il y a sensibilisation. Sur le plan scolaire, à partir du cours primaire déjà, donc il y a des livres. Et moi, je suis en train de donner l'exemple du mécanisme adopté par les Américains. Donc, à partir du cours primaire, il y a les livres qui permettent aux enfants de comprendre que ce qui est d'intérêt général est supérieur et a plus de valeur que ce qui est d'intérêt personnel. On commence par changer la psychologie du peuple et des citoyens, permettant à chacun de ne plus avoir peur pour ce qui va rater de gagner, mais plutôt d'être fier de ce qu'il va rendre comme service. Ah oui, voilà. Ah oui. Mais malheureusement, dans mon pays, le Togo, je voudrais citer comme par exemple les 600 millions de la CAN Gabon 2017 qui se sont volatilisés et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore les traces de ce fonds et personne n'est inquiété. Entre-temps, ce sont les employés de la SNPT licenciés abusivement. On a débloqué 1 milliard quelque chose pour pouvoir les indemniser. Alors rapidement, on ampute plus de la moitié et ceux-là sont restés dans le dénuement. Beaucoup de personnes sont déjà décédées. Et en dehors de ça, si on prend la route Lomé-Vaughan, en foin, voilà cette route annoncée pour être construite depuis 2015. Nous sommes en 2018, bientôt la fin. La route n'est toujours pas achevée. Alors, la Raplucia peut-elle véritablement inquiéter les gros poissons qui font des détournements ou qui s'adonnent à cœur joie et impunément à la gabegie financière? Ouais, mon frère, la réalité c'est que la politique utilise n'importe quelle arme pour venir à bout de ses objectifs. La lutte contre la corruption peut être une lutte juste et tout comme ça peut être une arme contre certaines personnes.
Vous comprenez? En politique, on utilise souvent la lutte contre la corruption pour éliminer certaines personnes. Nous avons vu le cas au Sénégal tout dernièrement, lorsque le maire de Dakar a été éliminé de la course par la même commission de lutte contre la corruption et tout. Entre-temps, le fils de Abdoulaye Wade j'étais en prison. Voilà, vous avez bien compris. Donc vous voyez, c'est comme ça. Mais ici, je pense que c'est une bonne initiative. Il faut commencer quelque part. Et le gouvernement a bien fait de commencer. Mais ce qui sera important aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que le gouvernement comprenne que cette corruption dont nous parlons, c'est au sein du gouvernement même que le mauvais exemple se trouve. C'est pourquoi nous luttons contre ce système. Parce que c'est un système pour le chacun pour soi, la lutte pour garantir et protéger son avenir. Chacun est en train de lutter pour pouvoir garantir son avenir. Et ça, c'est le fruit ou la résultante de notre manière de penser pendant plusieurs décennies jusqu'à aujourd'hui. Donc quand vous rentrez dans un gouvernement aujourd'hui en Afrique, le problème c'est que dois-je gagner pour qu'au jour où je ne suis plus ici, je puisse ne plus m'inquiéter, voilà, continuer pas à vivre. Donc il faudra que cette mentalité-là change, parce que c'est pourquoi nous luttons pour la démocratie. Parce que l'individu, moi-même je n'arrive pas à changer. L'individu de lui-même n'arrive pas à changer. Donc c'est les règles qui forcent, les règles qui contraignent les individus à changer. Donc, lorsqu'il n'y a pas de règles, lorsqu'il n'y a pas d'inquiétude, lorsqu'on enfreint aux règles, donc on ne peut pas lutter contre la corruption. Donc, dès lors qu'on enfreint à ces règles, est-ce que la règle doit être appliquée dans toute sa rigueur? Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de règles s'il n'y a pas de contraintes. On appelle règle le test qui est doté de caractère contraignant. Oui. Donc, cela veut dire qu'il doit y avoir une phase de la règle, une phase de la règle qui doit disposer de la punition applicable. Vous comprenez? Voilà, en plus de la carotte, il faut utiliser le bâton. Voilà, je pense que... Alors, je pense que autre chose qui également préoccupe les Togolais ces derniers temps, pasteur Bavon, c'est que les gens sont en train d'utiliser ce que nous appelons, ou disons, nous avons remarqué que les Togolais utilisent des matériels et produits périmés. L'utilisation des matériels et produits périmés, et la LTDH, Ligue Togolais des droits de l'homme, demande à la justice d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités de chacun. Vous aussi, nous tous, nous sommes des malades potentiels. Alors, tout à fait. Quand on tombe malade, on se rend à l'hôpital. L'objectif premier, c'est de recouvrer sa santé et revenir sainement à la maison. Mais malheureusement, quand on se rend à l'hôpital aujourd'hui, on a encore la peur au ventre. Est-ce que ça devrait être la situation? Non. Non. Voyez-vous, ça ne devrait pas être la situation. Parce que le métier de médecin impose certaines obligations aux pratiquants de la médecine. Le serment d'Hippocrate. Bon, je vais parler sur le plan moral. Le serment d'Hippocrate, dans je dirais le premier paragraphe, il dit: je considérerai la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité. Je respecterai l'autonomie et la dignité de mon patient. Le Code civil français dispose dans son article 16-1, il dit que chacun a le droit au respect de son corps. Vous voyez? Donc cela veut dire que nous le voulions ou non, ceux qui sont les pratiquants de la médecine doivent quand même garantir le maximum de confiance, le maximum de garantie, de sécurité en matière médicale aux patients. C'est scandaleux sur le plan moral, c'est scandaleux. Lorsque nous avons lu l'article sorti dans la presse alternative, au niveau du phare, personnellement, on s'est rassemblés, on a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire en ce qui concerne ce sujet? Donc, au niveau du phare, nous avons vu que le peuple sera très scandalisé. Scandalisé, excusez-moi. Le peuple sera très, très scandalisé dans la mesure où, lorsque je mets mon corps dans les mains de quelqu'un, je dois quand même avoir la confiance que cette personne en prendra bien soin. Ce qu'on m'inocule, ce qu'on injecte dans mon corps, ce qu'on implante dans mon corps,
la personne doit être sûre que, et cela a la qualité supérieure. Oui. Non, mais vous imaginez que on se fie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on se fie de la valeur humaine et on donne la plus de valeur au gain matériel que on arrive jusqu'à violer sa propre conscience et à implanter à son prochain quelque chose qui a une qualité défectueuse. Très douteuse. Voilà, c'est ça qui scandalise. Bon, donc dans cette affaire, je ne sais pas si vous voulez que j'explique encore. Oui, dans cette affaire, il y a l'aspect moral et l'aspect judiciaire. Oui, l'aspect moral, vous en avez parlé. Je suis en train et maintenant, l'aspect judiciaire, puisque la LTDH aussi interpelle la justice. Ouais. Sur le plan judiciaire, oui, il y a ici la responsabilité de l'État lui-même et la responsabilité personnelle des médecins et de ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Bien, la responsabilité de l'État se trouve dans la faute dans l'organisation du service médical. Parce que la médico-vigilance incombe à l'État. Ça incombe à l'État? La médico-vigilance incombe à l'État, c'est le service de l'État, la médecine. Il y a tout produit qui rentre dans ce pays doit être contrôlé par l'État. Et l'État a les moyens. L'État a les moyens, c'est pour cela que l'État existe. Ça fait partie de ses fonctions régaliennes. Bien. L'État doit forcément contrôler tout produit qui rentre dans le pays parce que c'est l'État qui a le devoir de protéger les citoyens. Donc, je ne sais pas comment ces individus sont parvenus à faire rentrer dans ce pays des matériels, des implants périmés. Bon, mais ça, de qualité douteuse. C'est la faute à l'État. Il faut reconnaître ça. Donc, la responsabilité de l'État. Les citoyens ont le droit de porter plainte contre l'État, contre X. Avant d'y arriver, c'est-à-dire que ce ne sera pas contre X, ce sera contre l'individu connu. Ouais, on porte plainte contre X lorsque on ne connaît pas l'auteur de la faute. Ah, d'accord. Ici, l'auteur de la faute est connu. L'État a sa responsabilité en jeu. Pourquoi? L'État a l'obligation de contrôler les matériels utilisés par son service médical. L'État a l'obligation de bien organiser le service médical afin que un individu qui n'ait pas la compétence ou bien qui ne s'y connaît pas, ne vienne pas exercer ce service-là et mettre en danger la santé des citoyens. Bien. Voilà, je pense qu'on comprend pour le cas de l'État. Mais maintenant, les médecins là qui ont été impliqués peuvent aussi, leur responsabilité personnelle peut être engagée. Mais leur responsabilité personnelle ne va pas trop profiter aux citoyens, c'est-à-dire ceux qui ont été victimes de ces implants défectueux. Donc, c'est la responsabilité de l'État qui est en jeu. Donc, il reste à savoir qui a le droit ou bien qui est en position de déclencher la responsabilité de l'État ici. Ce n'est ni le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice ne peut pas faire ça. Parce que le ministère de la Justice ne peut pas intenter une action contre l'État dans ce domaine. Vous imaginez que le ministère de la Justice doit faire partie du gouvernement. Ah, bien sûr. Donc c'est pourquoi. Voici ceux qui doivent agir. C'est pourquoi la Ligue a très bien fait. Vous voyez, c'est une Ligue qui travaille vraiment, je les apprécie. Donc, la Ligue a très bien fait, a d'abord commencé par le ministère de la Justice, afin que le ministère de la Justice, en saisissant l'affaire, fasse quoi? Le ministère de la Justice doit recommander au ministère de la Santé l'avertissement de tous ceux qui ont été victimes de ces implants. Depuis que ces matériels ont commencé par être convoyés vers le Togo, à qui est-ce qu'on a implanté quoi? Oui. Dans quel temps? Donc, le ministère de la Justice pourra faire ce travail et on va rassembler maintenant, la LTDH aura encore le travail de rassembler tous ces patients qui sont passés par ce travail. Dans ce temps-là, bien dans une période donnée. Dans une période donnée, parce qu'il y aura des effets, des dommages a posteriori. Bien sûr. Aujourd'hui, il peut ne pas y avoir de dommages, mais plus tard, à la longue, il y aurait des dommages. Donc, il va falloir que ces individus se constituent en une association. Et dans cette association, c'est cette association maintenant qui va défendre leurs droits devant la justice. Qui va intenter ou rester en justice contre l'État. Ouais. Or, le problème au Togo, c'est que
notre justice administrative et intenter une action contre l'État. Vous voyez, la responsabilité de l'État n'est pas encore un droit assez développé chez nous ici. Donc ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons beaucoup de problèmes de corruption. Parce qu'on sait qu'on agit dans l'impunité, on peut faire les choses n'importe comment. Alors là, ça alimente la corruption. Et ça alimente toujours la corruption. Oui, mais quand même, pasteur, comment on peut comprendre qu'un médecin, un praticien hospitalier qui a prêté le serment d'Hippocrate, puisse se laisser influencer par l'appât de gagner, de profiter au maximum des patients qui souffrent jusqu'à leur inoculer des produits qui ne leur sont pas adaptés. Absolument, Joachim. Vous voyez, le problème, c'est un problème de l'insanité de l'homme. Lorsqu'il y a un renversement sens dessus dessous de la valeur, quand on parle de valeur, on parle de la qualité et du droit qu'on accorde à quelque chose. Mais lorsque l'individu arrive à accorder plus de valeur, plus de qualité au gain matériel qu'à l'individu, alors on devient insane et le délire continue. Là, immédiatement, si on peut gagner le bien matériel, vous voyez, dans ma religion, mon leader spirituel a dit, je veux parler de Jésus-Christ. Il a dit que là où se trouve le trésor d'un homme, là sera aussi son cœur. Ça veut dire quoi? Si c'est l'être humain, mon prochain qui est mon trésor, tout mon cœur sera vers lui pour le protéger. Mais si c'est l'argent qui est mon trésor, tout mon cœur ira là-bas. Il sera guidé toujours. Et je vais sacrifier toute autre personne. Et là, pour on ça. pose des actes criminels. Eh ben voilà, c'est ce qu'on appelle le délire, l'insanité. Mais quand même, ce qui est un peu ahurissant, c'est que le gouvernement n'a daigné réagir jusqu'à présent. Ne serait-ce que sortir un petit communiqué pour dire, voilà, nous avons pris une telle disposition pour essayer d'amoindrir ou d'atténuer la situation et rassurer les citoyens. Ouais, le problème, c'est que nous n'avons pas encore la culture de la valeur humaine. Nous n'avons pas encore la culture de la valeur humaine. Et avoir la valeur humaine, la culture de la valeur humaine, c'est ce que la démocratie pourrait donner à un peuple. Même avant la démocratie, nos grands-parents, nos aïeux, la vie était sacrée dans la société togolaise, dans la société africaine. Maintenant, avec l'avènement de la démocratie, avec ces multifaces que nous connaissons dans son application partout, nous voyons que l'individu n'a plus de valeur pour son prochain. Les êtres humains ne sont que des pions que le politique peut utiliser juste pour atteindre le privilège matériel, l'apparence, le titre, la gloire terrestre. Qu'est-ce qu'on appelle gloire? Est-ce qu'il y a une gloire là-bas? Mon frère Joachim, moi je vous dis que c'est quoi l'honneur? Ce n'est pas ça. Les gens se trompent simplement. Il n'y a pas d'honneur dans ce système de vie. C'est pas comme ça. C'est que l'honneur se trouve, l'honneur c'est pas quelqu'un qui vous le donne, c'est vous-même qui vous le donnez. Lorsque vous protégez l'autre, lorsque vous construisez l'autre, lorsque vous donnez, vous êtes la force de vie à l'autre, vous respectez la dignité d'autrui. Vous n'avez pas besoin qu'il vous dise merci. Vous-même à l'intérieur de vous, vous sentez une fierté. Ça c'est l'honneur. Vous êtes satisfait vous-même. Mais ces personnes qui sont au pouvoir, qui n'ont pas cette conscience de la valeur de leurs citoyens, on entend que ceci s'est passé, c'est scandaleux. Les gens sont scandalisés. Le peuple aura peur. Les usagers de services médicaux, ils seront dans la panique. Donc il faut absolument que l'autorité en la matière réagisse. Mais si on n'a pas réagi jusque maintenant, c'est parce qu'on pense que bon, ok, c'est pas aussi important, c'est pas aussi dangereux que ça. Donc la valeur humaine n'a plus sa raison devant eux. Et c'est là où la politique là est en train d'être contre-productive pour ce gouvernement. Et justement, parlant de la politique qui apparemment est contre-productive pour le gouvernement, il y a quelques jours, plusieurs acteurs de la société civile, les chrétiens, les musulmans ainsi que des animistes, sans toutefois oublier des activistes, bref, les forces vives se sont constituées dans un creuset qu'on appelle Force vive, espérance pour le Togo. Alors, ceux-ci disent, la politique politicienne, c'en est de trop. Il faut maintenant penser au bien-être et à la bonne gouvernance pour que les populations en jouissent. Comment trouvez-vous l'initiative? C'est très merveilleux. C'est dirigé par un homme de Dieu. On en a besoin. On en a besoin.
on a besoin de toute façon d'un sursaut patriotique. Oui. À un moment donné, de part et d'autre, on en a besoin. C'est-à-dire que on n'en aura pas de trop, quoi. On n'en aura jamais de trop. Ces mouvements, ces initiatives, ces actions envers le peuple, on n'en aura pas de trop. C'est une très belle initiative et j'encourage cette initiative. Sauf que je me demande si ils seront écoutés. Mais de toute façon, c'est ça votre inquiétude? C'est ma seule inquiétude, s'ils seront écoutés, parce que aujourd'hui, on a l'impression que le gain ou l'intérêt personnel nous aveugle, quoi. Ça nous aveugle tellement que même la raison, la moindre raison dont on peut faire usage un petit enfant, et cela nous quitte. Vous voyez, ça nous quitte. Et surtout lorsqu'on rentre en politique et qu'on rentre en politique pour gagner un titre, pour gagner un poste, pour être élu, pour être reconnu, pour gagner de l'argent et tout cela, alors la raison nous quitte automatiquement. Pasteur, le Togo a connu une crise très profonde depuis le 19 août à ce jour. Oui. Beaucoup de vies en ont pâti, c'est-à-dire beaucoup de gens étaient morts, ont trouvé la mort, beaucoup de blessés, des gens ont fui le pays, mais la CEDEAO appelée à la rescousse fait pieds et mains pour sortir le Togo de l'ornière. La dernière réunion, lundi et mardi, ça n'a pas pu accoucher ce que nous escomptions. Autrement dit, la crise s'enlise davantage. Qu'est-ce qui se passe au juste, homme de Dieu? Non, je parle pas en tant qu'homme de Dieu ici. Oui. Je vais parler en tant que politicien ici. Parce que que se passe-t-il au juste? Ce qui se passe, je vous l'explique. Nous avons un petit souci en ce qui concerne les interprétations des démarches adoptées par ou bien qu'adopte la CEDEAO. Bien, la CEDEAO, pour comprendre ces démarches, il faut d'abord arriver à décrypter le but principal que la CEDEAO doit poursuivre. Le but de la CEDEAO ne peut pas constituer à renforcer le pouvoir de Faure Gnassingbé, parce que ce pouvoir a assez duré dans la sous-région, dans la région CEDEAO, et la CEDEAO en est consciente. Elle était là en 2005 pour régler les différends entre les protagonistes lorsque le président Faure devait prendre le pouvoir. Donc aujourd'hui, la crise du 19 août a réveillé encore les forces vives de la CEDEAO. La communauté internationale a trouvé une fois et pour toutes une solution. Et la seule solution, c'est, et le président Macron l'avait déjà dit, c'est organiser des élections crédibles, transparentes, c'est-à-dire des élections exemptes de fraude, pour permettre une élection d'une personne que la majorité aura choisie. Autrement dit, pour que le statu quo ne soit plus, n'ait plus droit de citer. Ce que moi je vois, c'est que, c'est clair quoi, le but a déjà été donné à la CEDEAO. Le président Macron l'a dit à Accra. Ils l'ont tous répété, le G5 a envoyé un communiqué nous fixant dans le même but. Donc la CEDEAO n'est pas ici juste pour faire du n'importe quoi, c'est pas pour la mascarade. La CEDEAO est là pour organiser des élections crédibles et transparentes en vue d'une possible alternance. Cela signifie que Faure pourrait encore gagner en 2020 s'il se présentait, ou une autre personne qui venait au pouvoir. Mais d'une manière, le but de la CEDEAO, c'est de démontrer au monde entier qu'il y a eu des élections transparentes et crédibles, exemptes au maximum de fraude. Oui, mais certains lecteurs pensent déjà que, analystes avisés, pensent que la CEDEAO est en passe d'échouer. Sa mission. Ce sera trop tôt de dire ça. Et puis, ce ne serait pas une bonne analyse dans notre cas d'espèce. La raison est que lorsque la feuille de route a été vulgarisée, nous avons compris qu'il fallait aller étape par étape. Là où, au niveau du phare, le Front des architectes de la République a rassemblé la dernière fois, le mercredi, ses techniciens en la matière, et nous avons commencé par faire des analyses. On a compris que
il y a certaines choses qui sont très importantes. La première chose importante, c'est l'affaire de la CENI. La CEDEAO devra toucher à cela parce que c'est l'institution fondamentale qui devra décider de la transparence et de la crédibilité des élections. Or, il appartient à certaines personnes qui doivent en avoir la compétence. Et ceux qui en ont la compétence, c'est les 2 facilitateurs choisis par l'OUA, la communauté internationale. Les émissaires qui ont représenté les 2 facilitateurs n'en avaient pas la compétence. Ils ne pouvaient pas faire ça la dernière fois. Et ils l'ont exprimé. Très bien. Donc, le ministre Camara a été très clair là-dessus, que le problème de la CENI trouvera sa solution. Oui, qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce qu'il voudra insinuer par là? Ça trouvera sa solution. Cela veut dire que lorsque les facilitateurs seront là, dans la semaine du 20, donc il va falloir que là où chacun émet des réserves, que ces réserves-là soient clairement exprimées et que les solutions soient trouvées là-bas. Il faudrait que les brèches soient colmatées. C'est quoi le problème au juste? Il faudra expliquer aux gens ici qu'il est question de la qualité politique des gens qui sont représentés dans la CENI. La composition de la CENI, telle que proposée par l'APG, n'est pas mauvaise en soi. Mais ceux-là qui vont maintenant représenter ou qui seront les membres de la CENI, ils ont quelle qualité? Ils sont de quel bord? Le bord du pouvoir en place ou le bord de l'opposition? Si le pouvoir en place, en fin de compte, a une large majorité là-bas, alors le danger est qu'il y aura des règles ou des lois électorales qui se passeront. Lorsqu'ils vont délibérer, ces lois passeront et il n'y aura que de l'arbitraire. Là, et la méfiance et la crispation sera toujours de mise au sein de cette CENI. Pourquoi pas? Oui, mais maintenant, est-ce qu'on doit penser maintenant à la recomposition totale de la CENI? Parce que, Bavon, avant de répondre, nous allons marquer la pause et on va revenir. Aussi actu, du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, le révérend pasteur Johannes Bavon, qui est le secrétaire général du Front des architectes de la République. Alors, pasteur Bavon, tout à l'heure, nous parlions de la situation de la crise sociopolitique togolaise et nous étions sur la CEDEAO, que d'aucuns sont en train de dire déjà, est-ce que cette institution ne serait pas sur le point d'échouer dans la résolution de la crise dans notre pays? Et vous y répondiez. Je vous remercie. En fait, ceux qui sont dans l'inquiétude en ce qui concerne les démarches adoptées par la CEDEAO jusqu'alors, ils ont raison de s'inquiéter parce que nous voulons avoir des preuves palpables que la CEDEAO n'est pas en train de nous mener dans un marché de dupes. Comme Maître Agboibola avait dit la dernière fois. Et ils ont parfaitement raison. D'abord, en allant dans cette réunion de mardi, vous allez constater que nous tous, on était dans une grande attente. Surtout l'ensemble de la population. Voilà. En ce qui concerne en la matière de la CENI, cette affaire CENI et tout. Et puis, on s'attendait à un chronogramme bien fixé. Tel qu'eux-mêmes, ils avaient promis le 8 août, quand ils étaient à Lomé. Oui, tout à fait. Ouais, le problème ici, c'est que, revenons sincèrement à la chose. Le problème ici, c'est que tous les acteurs politiques, nous sommes tous surchauffés pour voir le problème résolu. La CEDEAO n'ira pas dans la même émotion que nous. La CEDEAO... Même émotion. Ouais. La CEDEAO ne sera pas dans la même émotion que nous. Oui. Elle a l'obligation de résultat. Elle a l'obligation de résultat à l'égard du peuple togolais et comme rapport à rendre à la communauté internationale. Vous comprenez? Donc, en tant que, dans cette position-là, en tant qu'organisation internationale, elle doit fonctionner par des règles diplomatiques. Toujours diplomatie. Non, pourquoi ne pas dire, en tout cas appeler chat? Non, écoutez, nous sommes en politique et la diplomatie est le grand frère de la politique. La diplomatie fonctionne d'une certaine manière. D'abord, je vais parler sur le plan juridique. Bien. Ce qui est important, c'est que ceux qui étaient là la dernière fois n'avaient pas la compétence de résoudre le problème de la CENI. Bien. Parce que ils n'ont aucune responsabilité à embrasser. Ils n'avaient pas cette prérogative. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi ils ont dit que les facilitateurs eux-mêmes, ils viendront pour cela. En dehors de ça,
Ce qu'ils sont venus faire, moi je crois qu'ils ont parlé plus que l'acte qui leur ont été, les actes qui leur ont été confiés. Ils ont dit, nous viendrons avec des tels chronogrammes et tout, et la CEDEAO doit être très sensible dans ce qu'elle dit maintenant et dans ce qu'elle fait. Le phare a écrit des propositions à la CEDEAO dès la sortie de la feuille de route, demandant à ce que la CEDEAO ouvre des plateformes, ou du moins une plateforme sur les réseaux sociaux permettant aux Togolais de vérifier les travaux à chaque étape, avec des preuves permettant la clarté des choses. Lorsque nous parlons, ils sont en train de dire ils parlent de la venue des experts. Ces experts, les Togolais doivent savoir quelles sont leurs qualités. Ok, la coalition a demandé leur CV. Voilà, et la coalition a très bien fait. Leur CV, on doit avoir leur parcours, on doit savoir est-ce qu'ils sont des fraudeurs, est-ce qu'ils sont des voleurs, est-ce qu'ils sont des corrompus, tout ça, et la coalition a le droit de récuser. Oui, mais si on demande le CV de ces experts électoraux, alors, Monsieur Bavon, est-ce que cela ne sous-entend pas que dès lors on va se sentir, ils sont un peu proches de tels. Alors là, ça peut aussi commencer par créer un peu de la crispation. Ouais, moralement, ça peut donner l'image de suspicion à l'égard de la CEDEAO. Mais là où nous sommes, nous n'avons plus droit à l'erreur. Et la coalition a bien fait de demander le CV de ces personnes. On doit quand même connaître les gens. Lorsqu'on nous dit que quelqu'un sera arbitre entre deux équipes, on doit quand même savoir s'il a une fois été vraiment arbitre. Donc, ce n'est pas encore une faute juridique de demander la qualité ou la compétence de l'individu qui viendrait comme expert en cette matière. Donc, en demandant cela, seulement, moi, je ne souhaiterais pas que la coalition perde encore le temps, traîne les situations sur cet aspect. Il faut tout simplement regarder et analyser avec des fouilles et des enquêtes. De toute façon, les noms ont été donnés quand même. Voilà. Oui, par rapport aux experts et aux juristes. La CEDEAO ne refusera jamais de rendre le CV de ces experts à la coalition. Parce que cela permet... Transparence oblige? La transparence oblige parce que la CEDEAO elle-même a l'obligation de résultat. Et dans cette organisation des élections, la preuve de la transparence incombe à la CEDEAO. Donc c'est pourquoi elle a cette obligation. Ces experts-là auront une lourde responsabilité. Sinon, tout le crédit de la crédibilité de la CEDEAO se repose sur leurs épaules. Tout à fait. Et puis vous connaissez l'adversaire réel. Hein? L'adversaire réel de la CEDEAO et de ce pouvoir en place dans l'organisation des élections à venir, c'est les réseaux sociaux. Oui. Ce n'est même pas la coalition, c'est les réseaux sociaux. Oui, dans la mesure où les réseaux sociaux, en 2015 par exemple, il y avait WhatsApp, mais ce n'était pas aussi développé que maintenant. Il y avait Facebook, mais ce n'était pas aussi développé que maintenant. Mais là où nous sommes aujourd'hui, de maintenant jusqu'à 2020, les réseaux sociaux ne permettent plus que quoi que ce soit fait en cachotterie. La réalité est que même s'il y a eu des gens qui sont achetés parmi les experts, parce que moi j'ai entendu certaines personnes dire que tout le monde a un prix et que même les experts là, on sait qu'on les achètera. Écoutez très bien, le pouvoir en place a le pain sur la planche, la CEDEAO a le pain sur la planche, parce que, qu'on le veuille ou non, quel que soit ce qu'on aura acheté, il y aura toujours fuite. Oui. Vous comprenez? Et très sûr, il y aura toujours fuite. Je vous assure qu'il y aura toujours fuite dans la mesure où le monde entier est d'accord aujourd'hui que la CEDEAO trouve la solution d'alternance au Togo. Ça, c'est le premier point. Le second point que nous oublions souvent au Togo, c'est la nation des deux facilitateurs, la nation ghanéenne, la nation guinéenne. Mais la nation la plus importante, c'est la ghanéenne. Nana est en train de faire son premier mandat et a son deuxième mandat à préparer. Or, les Ghanéens et les Togolais sont comme une seule famille. Et les Ghanéens, vous avez vu comment ils ont supporté pendant cette période de crise. Oui. Ils ont même permis l'organisation des marches dans les rues d'Accra. Oui. Et les Ghanéens même ont participé à ces manifestations. C'est pour dire que Nana a encore une obligation de résultat face à sa nation. Pour lui permettre de défendre son deuxième mandat. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans ceci et ce n'est pas facile. Ce ne sera pas facile.
difficile. Travaillons. Mais finalement, Nana Addo s'est imbriqué dans, peut-être, je ne dirais pas une impasse, mais une situation qui lui coûterait les yeux de la tête si vraiment il n'a pas résultat. Voilà, c'est pourquoi la CEDEAO, ce n'est pas le moment tout le temps de susciter des inquiétudes à l'égard de la CEDEAO. Donc on ne doit pas jeter l'anathème sur la CEDEAO pour le moment. Non, la CEDEAO n'est pas notre ennemi. La CEDEAO n'est pas dans le même panier que le pouvoir. Les acteurs politiques doivent la considérer comme telle. Mais ils sont obligés de la considérer comme telle, dans la mesure où c'est l'arbitre là qui est en train de conduire les choses. Mais si à chaque fois nous croyons que la CEDEAO est derrière ce pouvoir, bien sûr, tout pouvoir qui veut se maintenir peut passer par 1000 moyens. On peut corrompre les gens, on peut acheter les gens, on peut tout faire. Mais là où nous sommes, le facteur, le glorieux du Togolais aujourd'hui, c'est que la crise est connue de tout le monde entier. Et la CEDEAO a cette obligation face à toute la communauté internationale. Emmanuel Macron lui a dit, Antonio Guterres l'a dit, etc. Maintenant, le troisième facteur que nous ne devons pas oublier, c'est que la CEDEAO est bien consciente que si les élections sont organisées n'importe comment et qu'en fin de compte, on nous donne des résultats bidons, la CEDEAO est consciente qu'elle sera alors l'auteur de n'importe quelle tension, appelée la tension sociopolitique, appelée la guerre civile, appelée à n'importe quoi. Tout ce qui adviendra, la CEDEAO en sera responsable. Elle va endosser l'entière responsabilité. Voilà. Donc oui, mais pourquoi. Quand même, les gens ont dit le train est déjà parti. Et les autres doivent prendre le train en marche. Oui, bien sûr. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez quelques questions à poser à notre invité. Vous êtes le bienvenu en direct sur Victoire FM. Et le premier intervenant est déjà là. Alors, pasteur, est-ce que le train est déjà parti et les autres doivent rapidement courir pour le rattraper? Vous voyez, les politiciens ont des manières de parler pour provoquer les autres, surtout quand on est des adversaires politiques. Et puis, il faut s'habituer à ces langages-là. Oui. Bon, mais moi, je pense que le train n'est pas encore en marche. Reste à savoir, c'est pas quel carburant et avec quel produit. Si c'est des produits défectueux, alors là, autant que le train s'arrête pour qu'on décharge et qu'on recharge le train. Voilà ça. Oui, ça rigole, mais quand même, c'est une analyse. Et nous allons prendre monsieur Ali qui est à l'écoute, qui est en direct. Ali, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Yossin. Oui. Quand je voulais parler, laisse-moi parler un peu. Même si tu es de l'autre côté, laisse-moi parler à défendu ce que je voulais parler. Je ne suis d'aucun bord, s'il vous plaît. Je vais aller à ma question. Monsieur le pasteur, si tu as un bâtiment et le bâtiment il a des fissures, tu as constaté des fissures sur le bâtiment et tu n'es pas content de ces fissures parce que tu risques que ça peut faire un problème. Tu as appelé un architecte ou bien un ingénieur. Arrivé là, faire le constat sur le bâtiment. L'architecte te dit non, ton bâtiment là, il faut faire du renforcement. Et toi, tu dis que moi j'avais voulu, ça ne doit pas casser. Non, il ne pas que c'est bon. Il faut faire des renforcements. Bon, le mot renforcement, je veux comprendre le mot renforcement sur ce que je viens de le dire. Parce que le renforcement, ça veut dire quoi? Casser tout veut dire quoi? Merci. Merci, monsieur Ali. Vous êtes satisfait, vous êtes prononcé. Et nous allons prendre monsieur Gado derrière lui. Bonjour. Bonjour, monsieur Jacquet. Oui. Bonjour à votre invité. Bon, moi, je sais que de l'enseignement n'ira pas loin. Bon, voilà, dans notre pays, on essaie de... Non, le micro est trop proche de votre bouche et on n'arrive pas à lever un peu. On veut quand même préparer une élection frauduleuse. Est-ce que ça ne colle pas, d'après moi? Merci, bonjour. Visiblement, je n'ai pas très bien saisi le fond, puisque le téléphone, ou disons le combiné, était trop proche de votre bouche. Alors, monsieur Bozambo. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour notre pasteur. Bonjour à vous, monsieur. Ok. Je voudrais demander quelque chose de votre part à toutes les églises du Togo. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je voudrais demander quelque chose à votre part à toutes les églises du Togo. Par exemple, si vous êtes sacrifié une seule dimanche, que personne n'ira pas à l'église au Togo et tout le monde va concentrer dans son chambre et prier dans son chambre. Une seule dimanche, on va boycotter à l'église. Que le Seigneur écoute que ce que nous en faisons à l'église, prier tous les jours, si nous restons à la maison
il va nous essorer. Et pour de ce pays, c'est ma question que je... D'accord. Bien noté, le pasteur va vous répondre tout à l'heure. Et nous allons prendre derrière lui Pelé. Bonjour. Bonjour, invité. Oui. Oui, bon, moi, d'abord, je suis parmi les pessimistes pour ce dialogue. Mais, au pire, j'ai vu que la CEDEAO a apporté une compte de route qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais la feuille de route en question même, c'est un peu équilibré. Et là, au niveau du pouvoir, il y a une faille. C'est-à-dire, l'autre côté, c'est que c'est la CENI. Parce que la CENI a été créée par un décret présidentiel. Personne, même l'ONU même ne peut pas stopper la CENI. Donc, cette faille-là, il faut qu'il ça. Maintenant, au niveau de l'opposition, de l'autre côté, c'est que l'expertise qui va sécuriser la CENI viendra et on verra ce que l'expertise va faire. Ce que l'expertise va faire est très clair. On va demander à monsieur... Oui, finalement, c'est un commentaire, mon cher ami Pelé, s'il vous plaît. On doit aller à une question. Oui, oui, parce que le plus souvent, vous prenez assez de temps et ça empiète sur les autres. Mais quand vous avez été compris en disant que la feuille de route est équilibrée, mais c'est la CENI qui pose problème et c'est ça sur lequel le pouvoir martèle beaucoup plus. Et nous allons prendre, donc Patrick. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Patrick. Je voudrais vous remercier votre intervenant par rapport à l'émission. Il a évoqué certains points qui m'ont intéressé et souvent j'ai apprécié ces points. Parlez un peu plus fort. Souvent il a énuméré beaucoup de points de vue lorsqu'il vient dans votre studio. Mais bon, il est un pasteur et nous le savons bien. Il a dit que la corruption est partout. Mais je tiens à lui remercier parce qu'il s'est reconnu lui-même qu'aucun homme n'est failli. Mais il devrait encore faire quelque chose de modéré. Parce que dans son église, il cherche ses fidèles. Parce qu'il fait tout possible pour dire que ses fidèles n'ont qu'à mener 150... Oui, non, mais ici, nous ne parlons pas de son église. Patrick, oui, nous ne parlons pas de l'église du pasteur et nous n'avons pas évoqué son église ici, s'il vous plaît. Alors, faisons la part des choses. Et c'est bien. Merci. Alors, visiblement, Patrick voudrait parler de l'église du pasteur, mais c'est pas bien. Alors, il a dit que vous avez bien fait en parlant de la corruption qui existe un peu partout. Mais est-ce que les pasteurs aussi sont corrompus? Parce que il nous est donné, force nous est donnée de constater que celui qui est le plus offrant à l'église, le fidèle qui vous donne beaucoup plus d'argent, le fidèle qui achète des vêtements au pasteur, le fidèle qui lui donne des bons de carburant, le fidèle qui donne beaucoup plus de dîmes, quand il n'est pas à l'église, tout de suite le pasteur demande, prions pour lui. Mais celui-là qui n'a rien offert à l'église, quand lui tombe malade, le pasteur s'en moque. Oui. La question à vous. Est-ce que c'est un faux constat? Non, mais erroné, autant pour moi. Bon, au fait, vous avez parfaitement raison. Avant d'être pasteur, j'ai été membre d'église aussi. Bien sûr. Et j'ai déjà constaté les choses que vous êtes en train de relever. Tout ce que moi j'ai appris dans ma spiritualité, comprenez que je suis un homme de spiritualité et non un homme de religion. Je ne pratique pas la religion. Je pratique la spiritualité qui sous-entend l'illumination et l'élévation de l'âme vers son origine divine. Donc, dans les églises, ça se fait. Mais tout ce que moi je sais, c'est que moi, dans mon église, je ne chercherai pas à me défendre, mais la vérité, c'est que les membres de mon église, ils savent que je ne fais pas de discrimination entre le pauvre et le riche. Ça, au moins, quel que soit tout ce qu'on pourra me reprocher, du moins sur ce point-là, je me félicite de ce que le riche et le pauvre se sentent à l'aise. Mais ce n'est pas un constat qui ne semble pas être la réalité, proche de la réalité quand même. C'est-à-dire que les pasteurs le plus souvent privilégient les plus offrants à l'église au détriment des pauvres. Monsieur Joachim, je vous dirais tout simplement que personnellement, je ne peux que répondre pour moi-même. Pour vous-même, en tout cas. Ouais. Alors, pour Bozambo, au niveau de toutes les églises, il faut arrêter un dimanche, c'est-à-dire prendre un dimanche et que les gens n'aillent pas à l'église et rester chez eux
et prier pour que le Seigneur intervienne. Est-ce que c'est fait? Dans quel objectif? Intercéder en faveur du Togo. Du Togo. Ah, c'est une belle initiative. Il va falloir seulement qu'il nous explique le mécanisme par lequel cela se sera fait. Parce que personnellement, je ne vois pas le mécanisme. Oui. Ah oui. Mais est-ce que forcément on doit rester à la maison avant de prier Dieu? Non, mais là, je pense que ce qu'il veut évoquer comme idée, c'est que on n'a pas forcément besoin d'aller dans un temple avant de rencontrer Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous dites que nous devons adorer à Jérusalem, vos grands-pères disent que ça doit être sur les montagnes de Samarie, mais aujourd'hui, vous devez comprendre que l'heure vient, et elle est déjà venue, où on n'aura pas besoin d'aller adorer sur une montagne ici ou là, mais les vrais adorateurs adoreront Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes, en esprit. En esprit, en vérité. Voilà. Alors, Ali lui dit, oui. Si vous avez un architecte, comme peut-être votre style le dit, et puis vous l'appelez et il trouve que le bâtiment là, il faut plutôt le renforcer. Et quelqu'un d'autre vient, il dit non, plutôt il faut casser. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Or, le bâtiment est là, déjà sur pied. Oui. Faut-il le renforcer? Est-ce qu'il fait allusion à la CENI? Voilà. S'il fait allusion à la CENI, reste à savoir... Qu'est-ce que renforcer? C'est la question préliminaire. Renforcer ne veut pas dire démolir. Renforcer, c'est retenir ce qui est profitable et enlever ce qui est défaillant et ajouter les éléments dont l'immeuble a besoin pour sa solidité. Donc même les piliers, on peut renforcer le pilier, casser et rebâtir. On renforce même les fondations. On renforce même, en architecture, on renforce même les fondations. Sans pour autant démolir tout l'immeuble. Bon, mais c'est comme ça, parce que si on veut à l'architecte de voir, dans ce cas de figure, c'est les deux facilitateurs. Et avec tous leurs experts, c'est à eux de voir s'il faudra recomposer toute la CENI. Mais la réalité, c'est que si nous voulons aller dans cette polémique, on risque de perdre le temps. Moi, à notre niveau, au niveau du phare, nous pensons que c'est la qualité des personnes, la qualité politique des personnes qui cause problème. Donc ce qu'il faudra faire, d'accord? Ce qu'il faudra faire, c'est de tout faire pour que chacun, qu'on adopte la position de jury, comme dans un procès criminel. Donc chaque partie récuse ou retient, d'accord? Après les 5 tout le monde se retrouve dans la CENI. Qu'on se retrouve dedans, mais que celui-ci, on sache qu'il est du bord d'unir et non qu'il prétende être du bord de l'opposition. Alors qu'il ne l'est pas fondamentalement. Pasteur, nous sommes à la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous aussi. C'est un plaisir. Voilà, d'autres occasions nous permettraient de revenir encore certainement sur d'autres sujets. Mais je pense que ce sera avec plaisir. Vous allez répondre à notre invitation. Oui, ce sera toujours un privilège pour moi. Merci. Voilà, mesdames, c'est fini. Mesdames et messieurs, pardon, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ça a été. Merci. Merci pour l'accompagnement technique. Excellente journée à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.